Être à la marge de la marge, ça offre aussi une vue imprenable sur la société, ses travers, ses angles morts. Justement, puisqu'on la regarde depuis un angle mort. Arrêtons de mettre à distance des choses qui font plus que notre identité, qui font ce que l'on est, qui créent ce rapport au monde si particulier. On a l'immense plaisir d'accueillir Florent Manelli et Anthony Vincent pour notre deuxième rencontre à la librairie À la Marge. Je vais vous présenter, même si en vrai on n'a pas vraiment besoin. Florent, toi tu es un auteur et un illustrateur engagé. Entre autres, tu as aussi été chroniqueur pour plein de radios et tu animes aussi des conférences sur les questions LGBTQIA+. Tu as illustré et écrit le livre, les 2 tomes des 40 LGBT+, qui ont changé le monde aux éditions Lapin. Et tu as coécrit avec Laure-Jeanne Gauthier Le Feu ou Rien, portrait d'une génération engagée chez Mango Éditions. Toi, Anthony, tu es journaliste culturel. Tu as travaillé pour plein de médias, tu as co-créé avec 12 Dibondo le podcast Extimité, puis tu as créé le podcast Matière Première chez Mademoiselle, où tu es le chef de sa rubrique mode. Et vous êtes tous les deux engagés et vous rejoignez votre combat, entre autres, dans le livre PD, dans lequel tu as coordonné les textes et vous avez chacun écrit un texte, l'un qui s'appelle Faux noir, masque arc-en-ciel et l'autre qui s'appelle Paris-Perpignan, sans oublier de citer les autres contributeurs et auteurs. Je vais tous les citer: Jacques Boualem, Camille de Sondre, Adrien Nazelli, Julien Ribeiro, Ruben Tayupo, Nanténé Traoré et vous deux. La première question, c'est quelle est la genèse du projet PD, comment ça a été, qui a eu l'idée, comment le livre a été pensé et écrit? Comment le livre est né? En fait, j'étais dans un moment où je lisais beaucoup de livres collectifs féministes, notamment 2, un qui s'appelle Sororité, qui est sorti chez Point, dirigé par Chloé Delhomme, et un autre qui s'appelle Nos Amours Radicales, qui est sorti aux éditions Les Insolentes, que j'ai beaucoup aimé. Et je me suis mis en recherche de livres collectifs écrits par des hommes gays, par des PD, et j'en ai pas trouvé. Et donc ça m'a doublement questionné, déjà sur pourquoi est-ce que ça n'existe pas, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de production collective PD et diffusée notamment à grande échelle, parce qu'il existe plein de zines et de revues, etc. Et si ça n'existe pas, il faut absolument le faire, parce qu'il y a plein de points, de clés, de choses qu'on a à dire. Il y a des personnes qui pensent individuellement ces enjeux, et je trouvais ça intéressant de pouvoir les réunir dans un seul et même livre. Et donc j'ai proposé le projet à des agents littéraires avec qui je travaille, et donc on a construit le projet, contacté des auteurs et puis proposer le projet à point, parce que ça faisait sens pour nous aussi. Et le projet a été défendu en interne. On est ravis de pouvoir proposer un livre à moins de 10 €, accessible, avec 8 auteurs, 8 typologies d'écriture différentes et 8 rapports au monde différents, mais ça on va en parler. Et, je sais pas. C'est toi qui décides. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que c'est né. Ok, et toi, comment t'as rejoint le... Florent m'a contacté avant l'été 2022, il me semble. Oui, c'est ça, on est en 2023. Et j'étais très emballée par le sujet au départ, mais j'avais très peur en fait, parce que le nom de projet provisoire c'était PD, et je m'étais dit, ah mince, est-ce que je peux vraiment rejoindre un collectif comme ça? Le nom m'a beaucoup interpellée en tout cas, et je me dis, si ça me questionne, c'est que c'est intéressant. Et donc pourquoi pas? Et quand j'ai vu le reste du collectif envisagé, il y a un chien, pardon. Il y avait plein de plumes hyper enthousiasmantes, donc j'étais ravie aussi de rejoindre ce collectif-là. Et quelques mois auparavant, on avait vu émerger MeTooGay sur Twitter notamment, et j'avais témoigné aussi, et je trouvais ça hyper important d'essayer de créer un geste plus ancré, plus enraciné, plutôt que ça reste sur des flux de réseaux sociaux sans mémoire, quoi. Et je trouvais ça hyper important, cet acte d'écrire, de faire archives collectivement en plus. Et j'avais fait un mémoire de recherche en littérature sur Hervé Guibert, qui est un auteur mort d'une maladie liée au sida dans les années 90. Et je m'étais dit, en fait, il y a plein comme ça de figures tutélaires, d'auteurs, de frères de texte. J'appelle ça des frères de texte, mais je les connais pas personnellement, mais ils m'ont beaucoup aidé. En fait, ça a été des modèles, et c'est plein d'actes individuels, comme des pointillés. Et je trouvais que c'était intéressant de les relier, tous ces pointillés-là, ensemble, à travers un ouvrage collectif. Tu disais, toi, Florent, que tu avais l'impression qu'il y avait plein de questions individuelles et que tu avais envie de solidariser tout ça. Et du coup, comment tu transformes une question intime et des problématiques personnelles dans un projet qui est collectif et politique? En fait, moi, là, pour le coup, j'ai rien fait. Tu vois, Okay. C'est-à-dire que quand le collectif a été formé et que
on a fait la première rencontre où on a chacun dit un peu les thèmes qu'on voulait aborder, les choses sont nées d'elles-mêmes, en fait. Je crois que chaque personne dans ce collectif avait bien conscience de la portée du livre et de ce qu'on avait envie de raconter avec ce livre. Porter une parole collective, marquer nos individualités, faire archive, justement, se faire aussi une place en librairie, parce que je crois que c'est aussi politique de se faire une place dans des librairies, sur des étagères, et d'avoir un objet qui puisse se transmettre, se prêter, se corner. Et on a vu tellement de photos sur Instagram cet été, ça fait plaisir de voir le livre vivre, que je crois que tout le monde avait compris l'objectif du livre, en tout cas ce que ça a lancé comme, et ce que ça ouvrait comme perspective. Donc ensuite, chacun a écrit de son côté sur les enjeux qu'il connaît, dont il avait envie de parler, sur lesquels il avait envie de poser des mots. Et moi, j'ai fait ce travail de coordination avec Gabriella, notre éditrice, qui était un travail d'accompagnement, de comment faire et comment lier en fait des textes et des personnes pour qui seulement d'ailleurs, c'est beaucoup déjà, mais le simple fait d'être PD est un lien en fait. Et comment est-ce qu'on arrive à faire jaillir ça dans les textes? Comment est-ce qu'on arrive à donner du lien? Et comment est-ce qu'on arrive à permettre aux lecteuristes de rentrer dans chaque histoire aussi, en sortant, et ça je crois que c'était un souhait aussi je pense de chacun, de sortir des essais académiques qui sont parfois un peu excluants. Et donc pour ça la porte de l'intime c'était aussi intéressant de l'aborder avec cet angle-là. Et ce travail de liaison, il apparaît même formellement. En fait, chaque texte est précédé d'un intertexte. Si j'écris avant Florent, par exemple, je vais introduire le texte de Florent. C'est pas ce qui se passe. C'est d'autres auteurs qui ont introduit d'autres auteurs dans ce livre. Mais voilà, je crois qu'il a introduit celui de Mathieu, Camille Desombres, pardon. Et voilà, c'est un travail de liaison. Et c'est aussi ce que je trouvais assez intéressant, amusant et très poétique aussi, c'est que en fait, on s'est annoncé les thèmes sur lesquels on allait écrire chacun, et sans vraiment savoir précisément ce qui allait advenir. Et en découvrant les textes les uns des autres, en fait, on a vu beaucoup d'échos. Par exemple, on est plusieurs à citer Didier Ribon, on est plusieurs à parler d'homonationalisme, des choses aussi plus joyeuses. Et c'est vraiment magnifique, en fait, de se dire qu'il y a une culture PD aussi, que c'est pas juste des questions de sexualité et d'amour, c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus vaste. Et justement, sur la culture PD, il y a Camille qui écrit, page 78-79, je vous lis. Quand on prend le temps de s'intéresser à notre culture PD, on constate que plein de questions qui nous traversent ont été théorisées depuis des lustres. Ce dont on manque, c'est d'espace pour la faire vivre et évoluer. À qui ça profite quand les pédales radicales s'éclipsent? Comment vous comprenez cette absence de lieu PD où il serait possible dans ces lieux de créer, de penser politique, se révolter, d'apporter du soin? Et oui, à qui ça profite qu'il y ait cette absence-là? C'est marrant parce que moi je trouve que c'est un passage qui est super fort. Ouais. Enfin, tout le livre. Incroyable. Mais j'ai retrouvé un peu de ça aussi dans un texte de poésie qui s'appelle L'odeur des pierres mouillées, qui est sorti il y a très peu de temps. J'ai oublié le nom de l'autrice et je m'en excuse, aux éditions du Commun. Il y a un petit bout justement aussi sur ça, sur les meufs lesbiennes, les meufs trans. Et j'ai trouvé ça super fort que on raconte la nécessité de la marge, et de la marge au sein de communautés déjà à la marge. Et à quel point on n'a pas éclipsé ça, ça profite finalement aux dominants en fait, à tout un système, tout un tas de strates et de systèmes qui créent des oppressions. Donc effacer la flamboyance des pédales, même masquer le mot PD, c'est déjà vouloir créer de l'assimilation et vouloir effacer et gommer ce qui fait ce que l'on est. Et c'est pas... tous les jours sur Twitter, il y a des putains de débats sur des mecs gays qui disent on n'utilise pas le mot PD parce que ça même pédéraste, alors du coup, si je veux pas être insulté de PD, ne l'utilisons pas. Bref, moi ça me rend ouf. Parce que je me dis, mais tu crois vraiment que c'est ça qui va faire disparaître l'homophobie? T'es malade. Au contraire, arrêtons de mettre à distance des choses qui font plus que notre identité, qui font ce que l'on est, qui créent ce rapport au monde si particulier. C'est comme vouloir mettre à distance les zones de cruising, les pissotières, qui ont été des espaces de sociabilisation. Il n'y a pas longtemps, je regardais le film Pride, et il y a un truc que dit Mark Ashton, donc militant gay qui a lutté avec les mineurs en Angleterre sous Margaret Thatcher, qui dit ça a toujours été comme ça pour nous. On nous insulte, on veut nous diminuer, on s'empare de l'insulte et on avance. Donc voilà, il faut s'emparer
de ce à quoi on veut nous assigner et ce à quoi on veut nous réduire. Et je crois que dans le texte de Camille, en tout cas dans l'extrait que tu as cité, il y a beaucoup de ça, mais dans la démarche du collectif, il y a ça, c'est embrasser ce avec quoi on a voulu nous éteindre. C'est dur de passer après ça. Preach, amen. Et oui, ce que je trouve hyper intéressant aussi avec le terme de PD, donc, c'est que ça induit une forme d'engagement politique, en fait. C'est, à la différence de homosexuel ou gay, c'est que ça charrie énormément de sous-textes engagés. Et aussi, Camille, dans son texte, développe aussi l'idée que PD serait un genre en soi. Et ce que je trouve hyper criant par rapport à ça, c'est que c'est l'une des premières insultes qu'on trouve dans les cours de récréation. Et alors même que les enfants n'ont pas forcément d'imaginaire érotique ou quoi, en fait, d'autres enfants sont capables de percevoir ou pensent percevoir des manifestations d'une défaillance à un genre cis, masculin, dominant, une masculinité hégémonique. Et ça, c'est hyper parlant. Je sais pas si je suis claire, mais ce que je veux dire, c'est que cette détection comme ça, ce soupçon d'homosexualité, eh ben, ça transparaît... Enfin, pardon, on soupçonne moins l'homosexualité qu'une défaillance dans le genre. Et à qui est-ce que ça profite qu'il y ait peu de solidarité PD ou qu'il n'y ait pas de lieu communautaire PD, alors qu'il existe plein de bars gays, par exemple, qui sont des espaces plutôt festifs où en fait on ne cherche pas forcément à s'engager politiquement, à faire communauté politique. Et ben à qui est-ce que ça profite? À l'ordre cis-hétéropatriarcal en fait. Et écrire ce texte-là ensemble et marteler, hurler PD, c'est aussi une forme d'engagement politique très forte. Tu viens de faire une référence au texte de Camille Desson, mais c'est une référence que je retrouve dans pas mal de textes, qui est celle à Monique Wittig. Quand tu dis PD est un... Cœur, Monique Wittig. Et quand tu dis PD est un genre en soi, est-ce que vous pouvez plus expliciter cette pensée? Alors moi, c'est pas une pensée que j'ai développée ou que j'ai pensée, donc du coup, ça va être difficile pour moi de la matérialiser. Moi avant de lire le texte de Mathieu, justement, moi j'étais tombé quelques mois avant sur un article d'une psychologue qui parlait de pourquoi on agresse les personnes trans et pourquoi plus les femmes trans que les hommes trans. Et elle disait une phrase que je trouve intéressante, qui était de dire que chez les femmes trans, ce qu'on cherchait à punir, c'était de tenter d'échapper à leur destin viril. Et la phrase m'a trotté dans la tête et m'a trotté, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas de ça qui se joue avec nous en nous agressant? On nous agresse parce qu'on nous assimile à des femmes et que c'est tellement mal d'être une femme dans cette société que finalement, on essaye, en tout cas, les agresseurs, parce que c'est particulièrement des hommes, veulent nous punir d'échapper à notre destin viril, ce qui est censé être notre place dans une société patriarcale. Et donc, quand Mathieu a développé tout ça, j'ai trouvé que c'était encore aller plus loin et encore imaginer et penser nos identités comme quelque chose de vraiment particulier, spécial, et une place qui n'existe finalement nulle part dans ce qu'on imagine être le genre dans une société très binaire. Et donc voilà, moi je trouvais que c'était très intéressant, et en tout cas très riche, et surtout se dire que cette pensée-là émerge grâce à la pensée lesbienne, je trouvais ça encore aussi un lien très très fort, qui plus est en étant édité dans une collection féministe. Je trouve que voilà, ça raconte aussi à quel point il y a des passerelles à faire avec les combats féministes, lesbiens, et les combats PD. Je voudrais juste faire une précision parce que j'ai peur qu'on embrouille tout le monde. Donc, Camille Desombres, c'est Mathieu Fouché, c'est la même personne, c'est son nom de plume. Voilà, c'est pour ça qu'on n'arrête pas d'alterner entre Camille et Mathieu, je suis désolé. Et petite précision aussi, l'odeur des pierres mouillées, c'est Léa Rivière, poétesse trans. Voilà. Ce que je trouve aussi très intéressant dans le collectif, c'est qu'on a un homme trans, Nandine Traoré, qui en fait, dans son texte et aussi dans la vie quotidienne, raconte que en fait, c'est un PD, son genre c'est PD aussi, ce que je trouve hyper intéressant. Je ne vais pas parler à sa place et je vous invite à lire son texte, et celui de Camille Desombres théorise encore plus cette question-là. Mais oui, en fait, PD serait presque un genre en soi. En tout cas, c'est une théorie qui a avancé dans les textes, et c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup parce qu'à titre personnel, j'arrive pas à me définir comme un homme cis. Je sens très bien que j'échappe à cette définition, et en même temps, je sais très bien que la société voit ça, et à la fois, elle voit que j'échoue à cette mission d'être un homme parce que je serais un sous-homme en tant que mec gay. En fait, être PD, c'est être insulté de PD, ou se revendiquer PD, c'est aussi montrer qu'il y a un ordre, encore une fois, si c'est hétéropatriarcal, et qu'en fait, on y échappe, qu'on a échoué en fait, à être un homme dominant. Et voilà, je trouve que se revendiquer PD, c'est aussi dire que
on n'a pas forcément envie d'être un homme dominant, on n'a pas forcément envie de dominer, littéralement, parce que l'idée de domination va aussi avec celle de violence, et on n'a pas forcément envie de commettre des violences, tout simplement. Et je pense que c'est intéressant aussi de secouer la table et de se dire peut-être qu'on peut faire autrement, peut-être qu'on peut s'organiser autrement, peut-être qu'on peut s'aimer autrement, peut-être qu'on peut soigner autrement. Je trouve ça assez clé quand même de dire se dire PD, c'est se donner la possibilité de faire autrement. Finalement c'est ce qui est au cœur de la manière dont on essaie d'imaginer nos vies PD. Parce que quand tu parlais de violence, la violence existe aussi dans les cercles PD. Oui. Elle existe de différentes manières et le MeToo Gay l'a par exemple vachement l'a illustré. Et parfois on ne veut pas voir cette réalité là aussi parce qu'on a des vies multiples, on a des vies parfois cabossées, on a des vies donc on ne veut pas voir que cette violence là existe aussi dans nos groupes alors qu'elle est là. Mais je crois, pour rebondir sur ce que dit Anthony, être PD c'est se donner la possibilité de faire autrement et la possibilité de créer des espaces aussi dans lesquels on peut faire autrement. Et j'allais faire une parenthèse sans verser dans l'apitoiement, mais la violence, elle existe aussi de manière intracommunautaire, évidemment, hélas, on peut le regretter, mais c'est important aussi de la regarder en face pour s'organiser autrement et faire avec, et tenter de la réparer en tout cas, et la prévenir surtout. Et la violence, elle émane aussi elle peut aussi émaner de soi-même, ou en tout cas, c'est un reflet, un ricochet de l'homophobie structurelle de la société. En fait, on peut intérioriser beaucoup d'homophobie, et on peut être un homme gay, PD, et avoir encore en soi de l'homophobie, et ça se traduit par plein de manifestations différentes, notamment justement des troubles de santé mentale en fait. Et c'est pas parce qu'on est gay qu'on a des troubles de santé mentale, c'est aussi beaucoup à cause de l'homophobie, quoi. Et même si c'est multifactoriel évidemment. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est des choses aussi qui sont abordées dans les livres, dans les textes, pardon. Il y a notamment Julien Ribeiro qui parle d'usage de substances. Et voilà, c'est des choses aussi qu'il est important de regarder en face. Effectivement, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans quasiment tous les textes, qui avaient une estime de soi hyper abîmée, potentiellement une honte, avec plein de termes différents. Selon vous, tu viens un peu de répondre, mais quels en sont les ressorts et surtout, quel lien faites-vous avec l'absence de représentation PD positive ? Alors, il y a deux questions en une, mais moi, c'est des sujets que je traite dans mon texte, mais déjà, moi, j'ai mis du temps à comprendre que j'avais eu et j'ai des troubles de santé mentale, pas parce que je suis PD, mais parce que la société extérieure a créé ces troubles, et après, c'est des vies, ce qui se passe aussi à l'intérieur d'une famille peut aussi amener tout ça. Mais j'ai longtemps pensé qu'en étant PD, je devais et j'allais être quelqu'un de triste, quelqu'un de malade, quelqu'un de seul, sans enfant, rejeté, et qu'avec un peu de chance, je serais le meilleur ami d'une copine, d'un groupe de meufs qui voudraient faire du shopping avec moi. Grosso modo, je mettais ma valeur dans ce nuage de mots et de pensées à cause des représentations, tu l'as dit, et qui ont un impact très concret et qui ont aussi une histoire d'ailleurs qui est intéressante à regarder, parce que c'est pas arrivé d'un matin quand on représente les gays de cette manière-là. C'est des codes moraux très conservateurs qui ont été appliqués notamment aux États-Unis avec le code ACE. Mais pour revenir sur la santé mentale, j'ai mis du temps à comprendre que c'est pas on n'a pas des troubles de santé mentale parce qu'on est PD, on a des troubles de santé mentale parce que la société fait de nous ça. Et le jour où j'ai compris qu'être PD pouvait me sauver de tout ça, c'est là que j'ai commencé à m'ouvrir des portes à moi-même et à prendre conscience que ce que j'avais pensé être un état de fait, et donc ce que je pensais être ma vie, finalement c'était un miroir qu'on me tendait en fait, pour voir ça, un miroir déformant. Et j'ai trouvé donc beaucoup de joie et beaucoup de ressources dans ma communauté, dans la nature et dans d'autres auteurs que j'ai lus et dont je me suis jeté en fait dans leurs mots, dans leurs bras, dans ce qu'ils avaient laissé. Tu parlais de Guibert, j'ai lu Dustan, il y a tout un tas d'auteuristes que j'ai lus, Audre Lorde, sur toute la question du soin, dont je me suis mis en quête et en recherche de personnes qui avaient pensé ma condition avant moi, juste pour me dire que j'étais pas fou en fait. Et c'est en ça, encore une fois, que les livres et les traces qu'on laisse en étant queer, LGBTQ+, et PD, sont importantes pour nous organiser, pour laisser une trace d'un contexte qui est celui d'aujourd'hui, et pour les générations futures aussi. Et juste pour finir, moi il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Armécine Maupin qui dit, donc auteur gay des Chroniques de San Francisco, qui dit si vous voulez savoir qui sont les groupes opprimés aux États-Unis, vous avez qu'à regarder qui a sa propre étagère dans les librairies. Ça aussi, je trouve que ça dit beaucoup de choses
de notre société et du rôle des librairies dans ce qu'est une société, en fait, le miroir d'une société. Je vais rebondir sur plein de choses là, mais il faut répondre à la question aussi. Tu peux rebondir sur les choses si tu veux. J'aurais dû prendre des notes. Mais oui, sur la question du soin, ce que je voulais dire aussi, tu disais oui, c'est ce que la société fait de nous par homophobie, disons les termes, c'est beaucoup de ça. Il y a une lecture qui m'a beaucoup marqué longtemps avant l'écriture de ce texte, c'est Strike Jacket de Matthew Todd. Matthew Todd qui est l'ancien rédacteur en chef de Attitude, qui est un magazine britannique, l'équivalent de Têtu en fait, un magazine gay. Et en fait, il a écrit cet essai sur la santé, grosso modo, sur la santé mentale des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, et en fait, à quel point est-ce qu'on est surexposé à des troubles de santé mentale, comme la dépression, l'anxiété, mais aussi beaucoup de troubles des conduites alimentaires. Et j'ai fait le lien aussi avec d'autres études qui montraient, par exemple, que les personnes LGBT+, étaient aussi surexposées aux violences sexuelles intrafamiliales. C'est ce que rappelle d'ailleurs Mathieu Fauché dans son enquête sur le MeToo gay, enfin longtemps avant l'émergence du MeToo gay. Et ce que je voulais dire par là, c'est que en fait tout ça, ça a une incidence sur notre santé mentale. Et il y a, je crois que l'écrit dans le texte, je parle aussi de ce que ça peut faire d'être enfermé dans le silence quand on grandit. Parce qu'on n'est pas out. En fait, si on parle de placard, imaginez-vous un enfant enfermé dans un placard pendant des années, qui grandit comme ça et qui est censé grandir, mais il est enfermé. Donc forcément, ça a des conséquences négatives et ça peut créer des choses semblables à du PTSD, voire on peut être diagnostiqué de syndrome de stress post-traumatique. Et voilà, donc tout ça a une incidence énorme sur nos psychés, mais aussi sur nos imaginaires, sur nos comportements. D'où notamment peut-être la surexposition à des addictions, en fait, qu'elles soient de l'alcool ou des drogues ou au sexe, par exemple, qui sont des troubles de santé mentale. Mais je pense que tout ça, c'est encore une fois important de le regarder en face et de ne pas le mettre sous le tapis et de se dire ok, ça fait partie de notre communauté, mais c'est pas une fatalité. C'est hyper important de se dire qu'on peut l'aborder. Ça passe aussi par une approche du soin qui prend en compte ça. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir des psychiatres, des psychologues qui sont formés à ces questions-là et qui sont au courant en fait de ces prédispositions à un certain trouble, parce que des TCA, des troubles des conduites alimentaires chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, ça se manifeste pas forcément pareil que chez les femmes. Par exemple, l'anorexie chez les hommes, elle se configure différemment que chez les femmes, sans vouloir essentialiser, mais c'est des tendances et c'est important de le prendre en considération. Il y a tellement de trucs que je veux dire, je suis désolé. Et si je vous invite aussi à suivre des psys concernés, comme par exemple Morgane Noam, qui officie sur Instagram sous ce même nom, qui est un psy génial, brillant et très accessible, qui fait beaucoup de vulgarisation et qui est lui-même un homme afro, trans, qui a l'intersection de plein de formes d'oppression à la fois. Et tout ça, en fait, être à la marge de la marge, ça offre aussi une vue imprenable sur la société, ses travers, ses angles morts. Justement, puisqu'on la regarde depuis un angle mort. Vous parlez tous les deux beaucoup de soins et du coup potentiellement du concept de pédérité. Je ne sais pas si c'est un parallèle qu'on peut faire, mais est-ce que vous pouvez, d'une part, expliquer ce que vous entendez par pédérité et d'autre part, comment tu matérialises ce concept dans la vraie vie, quoi? Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent en rencontre, mais qui est normale. C'est une fois qu'on a écrit ça, c'est quoi l'étape d'après en fait? Et je comprends, parce que sauf qu'on n'a pas trop de réponses. Non, la réalité c'est que, alors déjà pour revenir sur la pédérité, c'est un mot justement donc écrit Mathieu dans son texte, qui a été soufflé par un ami à lui, et donc il a beaucoup brodé là-dessus, et c'est vrai que finalement ce livre c'est une forme de pédérité, donc de solidarité pédé, et donc on parle de sororité, mais il n'y a pas d'équivalent finalement PD, gay, donc du coup ce terme pédérité sonne un peu comme une volonté de faire communauté politique ensemble et de se redonner la chance d'avoir des espaces, des lieux, des outils pour repolitiser nos existences, nos luttes et avoir un regard sur d'autres luttes aussi. Je pense à Ruben par exemple qui écrit un superbe texte sur les demandeurs d'asile et la manière dont on traite les demandeurs d'asile LGBT, qui est une question qui est assez peu abordée dans les cercles PD, en tout cas les cercles LGBT de manière générale. Moi je travaille au centre LGBT de Paris, il y a un pôle demandeur d'asile qui ne désemplit pas et une demande qui est constante. Et donc il faut aussi prendre la mesure de
tous ces enjeux-là. Donc je crois que quand on dit faire pédérité, c'est avoir une vision un peu plus macro, un peu plus globale en tout cas, des oppressions systémiques de la société aussi. Et surtout, j'espère que ce livre... Alors, c'est marrant parce que Ruben est venu me voir, elle m'a écrit un jour, il m'a dit j'ai fait une rencontre, on m'a demandé comment on pouvait rejoindre le collectif PD. J'ai trouvé ça super mignon et en même temps ça disait quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont envie de rejoindre des collectifs, qui ont envie de s'engager, qui ont envie de faire des choses dans un groupe PD et de parler, de se raconter des choses, d'agir ensemble, de réimaginer peut-être des choses, des luttes. Ce livre, moi, je le vois plus comme pas une boîte à outils, mais en tout cas une impulsion qu'on peut donner à des personnes qui peut-être jusqu'à présent trouvaient ça inutile d'agir, ou en tout cas trouvaient pas trop le sens. Je crois que là, il y a 8 points de vue sur les luttes PD qui peuvent permettre à chacun, peut-être chacune aussi, en tout cas, de repolitiser son existence. Et moi, en tout cas, ce que m'a donné envie de faire ce livre, c'est de créer des cercles de parole PD. Parce que je crois qu'on en a grandement besoin. Je pense que c'est un outil qui est intéressant quand on milite, ou pas quand on milite d'ailleurs, mais en tout cas qui permet de créer des contextes où la parole peut émerger, où l'écoute aussi peut être plus facile. Et je pense que dans un monde où le brouhaha est constant, c'est aussi utile de se retrouver entre nous, en non-mixité, de pouvoir parler, de s'écouter. Et c'est pour moi aussi un outil, c'est aussi un outil militant, clairement. Oui, encore une fois, t'as tout dit. Et merci beaucoup. Non, mais ce que je veux dire aussi, c'est que... Enfin, ce que je pourrais ajouter, c'est que... Je vais faire une blague pourrie, mais enfin, un PD tout seul, il va pas très loin. 2 au moins, ça fait 2 pédales et ça fait au moins une bicyclette. Mais si on est encore plus nombreux, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Et c'est intéressant de parler de rejoindre le collectif PD. En fait, il existe plein d'assauts déjà que vous pouvez rejoindre. Peut-être que vous en faites déjà partie et c'est formidable. Et aussi, si vous trouvez pas d'assauts qui vous ressemblent, peut-être que c'est à vous de la créer en fait. Justement, ça peut être un club de lecture PD, ça peut être 1000 et une choses. Un club de pétanque, j'en sais rien. De cuisine, appelez-moi vraiment. Je cuisine super bien en plus. Voilà, justement, c'est hyper intéressant aussi de se dire que l'engagement, il n'a pas forcément à être explicitement politique, premier degré, parce que ne serait-ce que se réunir comme ça, ensemble, avec en tant que PD, par exemple, ça, c'est déjà un acte politique fort, et justement, ça va forcément traverser la pièce, ces questionnements, et je pense que ça peut être hyper intéressant de se réunir, en fait, de faire groupe, de faire communauté. Et je pense que ça va jaillir à des moments, forcément, où vous allez réfléchir ensemble et vous allez créer ensemble. Et ça peut être aussi, je pense, on en a beaucoup besoin des espaces de parole, en fait, des espaces de réflexion. Et ça peut être une forme de soin, ça peut être extrêmement thérapeutique. Et je crois beaucoup en ça. Et il y a déjà des embryons comme ça de cercles de parole PD qui adressent notamment la question des violences sexistes ou des violences sexuelles. Et c'est hyper important, je pense qu'on en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup besoin. Je sais plus à quel moment, mais du coup, tu reliais un peu les combats lesbiens, homosexuels, féministes et tout. Et du coup, j'en ai parlé de l'intersectionnalité, et notamment de toi, comment tu lis la lutte LGBT+, et le combat antiraciste. Et j'aimerais bien te lire un morceau de ton texte que je trouve incroyable et que pour le coup j'aimerais bien que tu l'explicites. Alors attends. J'en suis d'autant plus troublée que j'ai pu constater qu'être queer peut donner à certaines personnes blanches l'impression que je serais moins sauvage que les autres. Comme si cela me blanchissait. Dans la rue ou les transports en commun, j'ai déjà pu observer que j'étais d'abord perçue comme une menace en notant ce petit tressaillement de bourgeoises qui resserrent leur sac à main contre elles quand elles me voient arriver, puis se détendent un peu quand elles remarquent mon poignet se casser. Effectivement, c'est jamais agréable de se dire que, en fait, j'aurais peut-être à choisir entre le racisme et l'homophobie. En réalité, ce n'est jamais un choix, c'est toujours une amputation. Et voilà, ceci étant dit, être à la marge de la marge, encore une fois, ça peut être intéressant et apporter beaucoup de choses, en fait, une vision du monde, des réflexions, une sensibilité très très saillante. Mais ce que j'explique dans cet extrait-là, c'est que effectivement, en fait, dans les deux cas, on est perçu comme une menace. D'abord pour l'intégrité physique, en tant que personne noire,
en tant qu'homme noir, en tant que personne perçue comme un homme noir dans l'espace public, je suis perçu comme une menace physique imminente en fait. Je suis tout de suite perçu comme agressif, comme pouvant être violent physiquement. Et ensuite, quand on voit que je suis queer, et ben, les gens se détendent un petit peu, mais faut pas croire que je suis pas menaçant pour autant. En fait, c'est une menace différente, plus insidieuse, une menace pour l'ordre cis-hétéro-patriarcal, encore une fois. Et voilà, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir l'impression de monter le volume de la queerness pour essayer de me protéger de violences policières. Par exemple, quand je passe quand je suis en manif et que je vois un cortège de flics, bah en fait, d'un coup, je vais monter le volume de la queerness et je m'en veux de le faire parce que je me dis que je m'en sers un peu comme une espèce de bouclier. Et je me dis que c'est trop grave en fait. Mais en même temps, c'est très parlant, je pense, des dynamiques sociales, des dynamiques racistes et des dynamiques homophobes. En fait, quand on est perçu comme queer, on est perçu comme un sous-homme et donc moins menaçant physiquement. Mais quand on est un homme noir, on est perçu comme une menace physique énorme. Et quand on a l'intersection des deux, en fait, qu'est-ce qu'on est? On a le cul entre deux chaises. Et c'est terrible, mais je pense que c'est des négociations qu'on peut aussi faire et se dire qu'on n'a pas à choisir. Qu'on n'a pas à choisir entre une part de son identité ou d'une autre. En fait, c'est pas des facettes qui seraient mutuellement exclusives. En fait, on est tout ça à la fois. Et c'est pas 50% gay, 50% noir. En fait, je suis 100% noir, 100% PD. Et on le vit très bien. Et ça peut être vraiment formidable. C'est très flamboyant. Pour terminer, moi j'ai l'impression que le livre c'est vraiment un succès de dingue et enfin les chiffres parlent d'eux-mêmes en vrai, je les connais donc c'est vraiment un beau succès. Mais du coup quels sont les retours vous que vous avez eu de la communauté queer et pas que homosexuelle pour le coup? Je sais pas si vous en avez eu spécifiquement mais... Oui. tu veux commencer? Non, moi j'ai surtout eu des retours de PD, okay. Beaucoup. Mais aussi des lesbiennes. Et c'est marrant, hier il y a une petite vidéo qui a été tournée par les Sappho, qui est un groupe, qui est un couple, du coup qui traite des questions saphiques, normal, c'est les Sappho saphiques. Et la vidéo, et ça m'a trop touché en fait. J'ai trouvé ça super beau en fait de se dire que ça peut aussi créer des ponts et faire réfléchir aussi d'autres couleurs du drapeau LGBT, tu vois, de se dire il y a peut-être des choses à creuser et à trouver dans un livre qui ne me concerne pas tout à fait directement, mais qui, sur des enjeux, sur des points, peut rejoindre mes luttes, rejoindre ma vie, rejoindre une certaine perception, me faire poser des questions que je ne me posais pas avant, au même titre que Wittig est cité 2 fois dans notre livre. Tu vois, les choses, c'est pas des vasques séparés, quoi. C'est un truc avec plein de trous et tout. Voilà, c'est une belle fontaine, quoi, tu vois. Donc c'est un truc avec plein de... Je sais pas où je vais avec cette métaphore. That's creepy. Je te laissais... Je sais pas. Voilà, donc tout se nourrit en fait. C'est ça que je trouve beau et encore une fois, pour nous, être édité dans une collection féministe, c'est raconter aussi quelque chose au sein de cette collection et raconter quelque chose de nos luttes. Et de toute façon, on n'y arrivera jamais tout seul, nous les PD. On aura besoin de tout le monde et personne n'y arrivera seul. C'est pour ça que les luttes de genre, de classe, de race doivent aussi, les luttes climatiques doivent aussi se mêler. C'est pour ça que j'étais très content de voir un groupe inverti au moment de la marche des retraites. Non mais c'est vrai parce que pour le coup, être visible, avoir un pink bloc et d'avoir un espace comme ça... Ils sont là. Ça, mais je sais, c'est pour ça, je fais un clin d'œil. Non mais c'est vrai. S'organiser et être présent sur une marche sociale d'une aussi grande ampleur et d'une aussi grande importance, ça fait du bien aussi. Oui. Et c'est tellement important. Ça fait déjà bouger des cases à plein de personnes. Donc, bravo. Et bravo les lesbiennes. Oui. Et oui, en fait, on a eu un super écho de la part de la presse féminine, en fait, et féministe. Et ça, c'était extrêmement précieux. Je ne vais pas cracher sur la presse gay, mais le guerrier. Non, je rigole. Mais non, mais je pense que Enfin, oui, on a eu plein d'échos de la presse, de la critique, mais aussi, surtout, des gens, en fait. Des gens lambda, des gens comme nous, des gens pas comme nous. Et ça, c'est tellement précieux. Moi, j'ai pleuré devant tellement de messages privés que j'ai reçus. Et je sais pas pour vous, mais je pense que ça doit être la même chose. Et aussi, j'ai pleuré en découvrant vos textes, en fait. Moi, je me rappelle de celui de Nanténé, par exemple. J'ai tellement pleuré. On a eu des retours géniaux et c'est vraiment précieux parce qu'en fait, on a l'impression d'avoir apporté du souffle aussi. Et j'arrête pas de parler d'avoir l'impression de manquer d'air, de ne pas pouvoir respirer dans cette société extrêmement anxiogène, extrêmement homophobe, extrêmement raciste et tant d'autres pressions systémiques. Et je croyais que j'allais apprendre à respirer sous l'eau et c'est en cours. Mais c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en fait, on est plein à s'apporter de l'oxygène
Et voilà, c'est en faisant collectif, en faisant communauté, en se soignant, encore une fois. Je pense que ce qui manque peut-être dans ce livre, c'est de parler d'amour, vraiment explicitement. Pas que d'amour de soi, mais aussi d'amour romantique aussi, avec d'autres personnes, de relationner. Et c'est peut-être le seul truc qui manque dans ce livre. Mais en fait, l'amour communautaire, on l'a eu clairement à travers la promotion de ce livre. Et dans nos DM et tout, et c'est vraiment génial, merveilleux et inestimable, quoi. Donc voilà. Pour parler d'amour, il faut peut-être faire un deuxième livre. Notre éditrice est là. Il y a deux trucs que je voulais rajouter. C'est que moi, on m'a fait une remarque que je trouvais assez rigolote, mais qui en même temps disait beaucoup, c'est qu'on parle très peu de cul dans ce livre. Et alors c'est drôle parce que les gens, en voyant ce titre, se disaient waouh, ça va être wild à l'intérieur. Non, et je pense que sans se concerter, on a été peu à parler de sexe en fait. Et parce que je pense qu'on avait envie de raconter autre chose de nous, sans le mettre à distance, et on le dit dans l'avant-propos, on met pas du tout ça à distance. Mais je pense qu'on voulait faire exister autre chose. Et tu parlais du succès commercial du livre, et pour nous, c'est joie. Alors c'est pas du tout égotique, tu vois, mais c'est que c'est la preuve aussi. Je suis content moi de ça, parce qu'on va gagner plein de thunes. Mais parce qu'en fait, c'est aussi la possibilité de dire à des grandes maisons d'édition que ce sont des sujets qui commercialement sont viables. Et ça compte dans une économie capitaliste. Et c'est un livre qui participe comme tant d'autres. Nous, ce livre ne peut exister que parce qu'il y a des livres féministes qui ont cartonné, des livres de lesbiennes, de personnes queer qui ont cartonné. Et donc, on ouvre à chaque fois la porte pour les suivants, les suivantes. Et donc, moi, je me réjouis du succès de ce livre parce que je sais que ça va faire plein d'autres bébés derrière et j'attends ça, quoi. Je suis trop content. Oui. Et là, dernièrement, on a vraiment vu des étals dans les librairies merveilleuses. Enfin, quand je vois les bouquins de... Là, j'ai un trou de mémoire, évidemment, c'est l'émotion, mais de Talma Desta, par exemple. On parlait de Léa Rivière tout à l'heure, poétesse extraordinaire qui a sorti un recueil. Là, il y a un recueil de poésie de Nantène Traoré qui a été réédité encore et qui est de nouveau disponible. Il y a énormément de choses. Il y a aussi Rosane Le Carboulet qui a écrit un livre génial sur les 10 ans du mariage pour tous, une espèce de rétrospective politique, médiatique et tout. Qui est hyper importante, et tout ça fait archive aussi, et ça fait la place, ça occupe l'espace des librairies et donc de la réflexion littéraire, artistique, politique, sociale, et tout ça, encore une fois, c'est une forme de révolution, quoi. Et ça crée du réel, les rencontres qu'on crée comme ça aussi. Ce que je trouve génial avec le livre, c'est de pouvoir aussi transformer quelque chose qui peut être simplement de l'ordre de la pensée en du concret et en des rencontres physiques, et ça, je trouve ça aussi c'est réjouissant. Voilà. Déjà merci, moi j'ai l'impression qu'on me faisait un câlin pendant toute la lecture du livre, c'était très chouette. Il y a un passage dans le texte de Nantène Traoré qui m'a beaucoup intéressé parce que moi j'ai une petite obsession sur les PD de droite que je considère comme des traîtres à la cause, je vais pas expliquer pourquoi. Et justement, alors sans parler de PD de droite à ce point-là, mais l'embourgeoisement en fait, qui va un petit peu quand même avec cette question-là, l'embourgeoisement des hommes homosexuels. Dans le texte de Nantène Traoré, c'est une ligne, je crois, mais c'est son parrain qui lui dit on en a suffisamment chié, en fait. Grosso modo, aujourd'hui, on peut en profiter et arrêter de tout le temps être en lutte, de tout le temps s'offusquer, de tout le temps s'insurger. Et bon, c'est un peu c'est une des thématiques qui est au cœur de votre ouvrage. Donc, je voulais savoir comment vous perceviez cette question-là. Est-ce que vous les percevez comme des traîtres? Est-ce que vous comprenez aussi ce sentiment de dire ça va, on en a chié, les gars, on a juste envie maintenant de se poser et de respirer un peu? Je trouve que c'est vraiment une réflexion de personnes ultra privilégiées de se dire ah ouais, on en a assez chié, on peut se reposer. En fait, c'est vraiment des gens qui sont situés aux premières loges dans cette immense galère, j'ai raté ma métaphore, mais voilà, il y en a qui sont premières loges dans cette galère et d'autres qui sont vraiment au fin fond de la cale en train de prendre l'eau, quoi. Personnellement, je peux pas trop respirer, j'en chie encore tous les jours, et voilà, et j'aborde aussi la question de l'homonationalisme, de cette droitisation de certains homosexuels qui ont le mariage, qui peuvent se payer une GPA aux États-Unis, éthique, et tant mieux pour eux, mais en fait, la situation reste extrêmement tendue pour plein d'entre nous. J'allais dire à commencer, mais non, en fait, il n'y a pas d'hierarchisation dans les souffrances et dans les violences systémiques, mais il y a plein de personnes trans qui sont en galère, qui sont violentées au quotidien, il y a plein de personnes racisées qui sont violentées au quotidien, il y a plein de travailleurs et travailleuses du sexe qui sont violentés au quotidien, et c'est énormément de douleur, en fait, c'est énormément de souffrance, et c'est un régime politique qui fait ça, c'est pas juste des questions inter-individuelles. Et donc comment est-ce qu'on voit ça? J'ai écrit un texte d'analyse sur la question de l'homonationalisme dans Tétu il y a 3-4 ans. Je le mettrai
ma bio Instagram, si vous voulez, allez voir. Mais sur Link in bio. Link in bio, follow, like for like. Non, je sais pas. Oh. C'est une blague. Mais oui, effectivement, c'est une tendance. En fait, le vote gay pour le Rassemblement national progresse d'année en année. Enfin, de présidentielle en présidentielle, pardon. Et donc ça fait très très peur. Ça fait très très peur. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de communautés transpédéguines, en fait, extrêmement... engagées, qui se voilent pas la face et qui est prêt à serrer les coudes et pas juste se dire ah bah en fait poussez-vous, on va se mettre devant et profiter, jouir à fond de nos privilèges et vous laisser crever la gueule ouverte. C'est évidemment. Et en fait c'est un débat qui est vieux comme l'histoire du militantisme. Il suffit de regarder des vidéos de je sais pas un super discours, un discours très émouvant de Sylvia Rivera qu'on peut retrouver facilement sur YouTube, qui lors d'un rassemblement gay prend le micro de force parce qu'on veut pas qu'elle monte sur scène parce qu'elle donnerait une mauvaise image du mouvement gay à l'époque dans les années 70, où elle dit grosso modo qu'elle a perdu son job, elle s'est fait casser le nez, elle s'est fait casser la gueule, elle a tout perdu pour les gays et vous osez me traiter de cette manière. Ce discours-là dit tant de ce qu'on doit à d'autres personnes de notre communauté sur les droits qu'on a acquis, sur la volonté d'assimilation qui est extrêmement prégnante et qui, je crois, disparaîtra peu dans notre communauté. En revanche, je crois qu'il faut prendre conscience de deux trucs. Déjà, c'est nos vies sont liées quand on est LGBTQ+. On est victime d'une même dynamique oppressive et de même... C'est pas parce qu'on va davantage taper sur les trans qu'on va nous oublier à un moment donné. C'est pas parce que tu peux te marier que demain, ça sera pas ton tour aussi, déjà, d'une part. Et puis, il y a beaucoup de gays qui sont passés à droite. Ça a été écrit, il y a un bouquin d'ailleurs, je crois que c'est pas Didier Lestra qui a écrit ça. Un bouquin sur pourquoi les gays sont-ils passés à droite. Et qui raconte très bien, en fait, ce qui s'est passé, le glissement, en fait. Embourgeoisement, acquisition de nouveaux droits, confort de vie, assimilation dans un modèle de vie très hétéronormatif et donc plus grande acceptation de la société mais sous certaines conditions, encore une fois. Et donc abandon total des luttes et de la politisation de son existence. Alors ensuite, sur ce qu'écrit Nantené, moi, je ne l'ai pas entendu particulièrement comme ça. Je me suis dit, évidemment, que tu vois, des PD qui ont milité pour avoir droit à des traitements pour lutter contre le VIH, SIDA dans les années 90, qui ont donné leur vie dans des mouvements comme ACT UP, qui ont fait avancer la recherche, la cause, qui à 50 ans disent, moi, j'en peux plus. Je veux juste être peinard à la campagne et je veux qu'on me foute la paix, je l'entends. Ensuite, on peut aussi le voir de la manière dont tu l'as décrite, qui est une réalité, qui est un discours qui est tenu aujourd'hui. Et contre lequel il faut aussi s'insurger. On ne peut pas s'endormir sur nos droits. On ne peut pas s'endormir. Et tu as raison d'apporter cette nuance. J'ai été très catégorique dans ma réponse, il est vrai. Le repos fait partie de la lutte. Et en fait, c'est important de le rappeler et de se dire qu'en fait, on ne peut pas forcément lutter toute sa vie à 100% sans se cramer. Parce que vraiment, c'est épuisant, c'est éreintant, c'est important de se reposer aussi. Et donc, je peux comprendre que certaines personnes veuillent faire une pause et se dire, ah ouais, on a assez chié comme ça, j'arrête. Peut-être que ce sera définitif, peut-être pas, peut-être que ce sera une pause. Faire une pause politique. Politiser les pauses. Mais oui, le repos fait partie de la lutte et on a le droit aussi de se reposer. Enfin, je parlais de soins un peu plus tôt, de care, et c'est important aussi de l'admettre et d'en avoir conscience. En tout cas, merci beaucoup pour cette question. Bonjour, merci. Bonjour. Ma question, c'était sur le lien entre l'articulation plutôt, peut-être, entre être PD et être queer. Parce que je suis dans un master d'études de genre et j'ai une copine, une meuf trans en master qui se désigne elle-même avec le terme BD. Voilà, c'est une argumentation autour de ça, mais je me suis dit, est-ce que ça pourrait être intéressant, plutôt que d'essayer de se dire, bon, c'est une femme, les BD c'est plutôt des hommes, c'est notre mot, parce qu'il y a d'autres gens qui peuvent le dire auparavant, comment est-ce qu'on pouvait essayer de garder cette catégorie spécifique et en même temps pas complètement fermée, parce que j'y pense aussi parce que Camille Dosson en parle aussi dans son texte de certaines limites pour les PD dans la communauté queer, et donc comment on navigue un peu entre un emploi presque de PD équivalent à queer et en même temps un emploi plus spécifique, plus ciblé. C'est une question intéressante. Après, on n'est pas la police du terme PD, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a beaucoup de... Non, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il y a plein de femmes trans qui
se sont construites, qui ont grandi en étant d'abord des PD. Et je peux comprendre qu'elles continuent de ressentir un fort attachement à cette identité politique, identité sociale aussi. Et parce que ça désigne bien plus, encore une fois, que les personnes qui se retrouvent dans ton lit. Et voilà, on a eu des retours d'ailleurs de femmes trans qui disent à quel point ça leur fait du bien en fait de lire ce texte-là, parce qu'elles se sont longtemps reconnues dans ce terme-là en fait. Et si elles continuent de le faire, moi je trouve ça génial, parce que PD c'est une identité qui est dynamique aussi, et c'est pas une identité fixe, figée. On n'est pas là pour créer des cases supplémentaires. Et voilà, et je trouve ça, c'est quelque chose qui existe aussi chez certains hommes trans qui continuent de se revendiquer Gwyn, et je comprends en fait d'où ça peut venir. Et ce qui serait génial, c'est que ta pote vienne nous expliquer pourquoi. Ouais, moi, je suis super curieux. Mais je suis sûr qu'elle est géniale, parce que si c'est une meuf trans qui dit qu'elle est PD, vraiment elle peut que être trop cool et trop intéressante. Donc vraiment on l'adore. Et voilà, non mais je comprends, parce que en fait c'est fluide, vraiment il y a énormément de fluidité, et c'est génial. Enfin, moi je trouve ça merveilleux, c'est des opportunités. Les mots sont mouvants, donc de toute façon, Fontaine. on pourra toujours... Non, ne me relance pas sur la métaphore de la fontaine, qui vient nulle part. Mais les mots sont mouvants, donc en fait, ce que je trouve fascinant avec le mot PD, et tant d'autres mots, c'est qu'il marque... Aujourd'hui, de se dire PD, dans le contexte dans lequel on est, raconte quelque chose. Se le dire dans les années 70 raconte autre chose. Dans les années 30, ça raconte autre chose. Il y avait d'autres synonymes qui étaient utilisés. Ça raconte l'état d'une société. Donc ce qu'on fait aujourd'hui du terme PD, c'est le résultat de toutes ces années, de toutes ces histoires. D'où l'importance des archives LGBT et de la collecte de la mémoire LGBT, s'il vous plaît, qu'on ait un centre d'archives LGBT à Paris. Parenthèse fermée. Justement pour prendre conscience de tout ça. Nous, on est 8 à raconter ce que signifie être PD pour nous, mais pas d'autres manières de le voir. Et justement, quand le livre est sorti, Thelma Desta m'a envoyé un petit message, elle m'a dit, le retour qu'on m'a fait, c'est qu'il n'y a pas de transphènes. Donc de meufs trans qui peuvent aussi raconter. Et je dis, c'est vrai, t'as raison, mais ensuite la promesse du livre, c'est pas de dire, alors voilà toutes les personnes qui peuvent se dire PD. C'est ouvrir des brèches, ouvrir des voies et réutiliser ce mot qui a parfois été mal compris, peu utilisé, mis de côté. Et pour revenir sur le terme queer, justement, Anthony, dans son texte, parle d'une vidéo, une vidéo qui a tourné sur les réseaux où un gars arrive avec un micro, filme une nana, lui pose une question, comment tu te définis? Elle lui dit, moi je suis queer. Et il lui dit, mais c'est quoi queer? C'est un mindset, c'est un mode de vie. C'est-à-dire qu'on est libre. C'est-à-dire qu'on est libre. Et alors, j'étais un peu atterré de me dire, qu'est-ce qu'on a fait du mot queer? En fait, elle précise juste avant qu'elle est cis-hétéro quand même. Ouais. Je suis cis-hétéro, je suis queer. Donc, et t'es là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, comme tout mot de la marge, en fait, queer, on sait tout ce que ça veut dire, bizarre, étrange, c'est une insulte, etc. Voilà. Comment est-ce que le mot s'est fait une place dans le monde de cette personne pour qu'elle arrive à se dire c'est un mindset? C'est quoi sa définition du queer? I'm curious, really. Mais, et alors je rebondis sur ça parce que je parlais de ces pseudo-polémiques sur Twitter de on n'utilise pas PD, etc. Beaucoup de gars qui disent ça se définissent comme queer d'ailleurs. C'est extrêmement intéressant. Donc tu acceptes l'appropriation d'une insulte, tu comprends la réappropriation de l'insulte pour queer, mais alors pour PD c'est complexe parce que tu ramènes ça à la pédérastie, tu ramènes ça à des mondes qui ne sont plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est plus dire ça PD, tu vois. Bref, il y a beaucoup de choses à se poser sur les mots, sur notre contexte et sur ce qu'on veut en dire et sur la manière dont on les utilise. Et voilà, c'est des pistes qu'on ouvre et merci pour ta question. Je trouvais ça... Ouais, merci. Je vous remercie parce que vraiment ça a été un livre qui a été très, je pense, touchant pour moi aussi et très positif dans ce que vous avez amené d'une vision aussi par rapport à la littérature à laquelle j'avais eu accès qui faisait exister les identités PD comme une confrontation avec quelque chose de négatif à la base qui nous amène après à se faire approprier nos vécus vers quelque chose de positif, mais ça prend plus de territoire. Je trouve ça très bien de poser quelque chose là qui donne autre chose à voir et du coup c'était aussi l'objectif de représentation positive. Moi il y a un truc qui m'a interpellé et j'avais pas capté en le lisant. Tout à l'heure, tu as dit, en fait, on ne parle pas de sexualité dans ce bouquin. Du coup, ça peut signer un peu avec ta question. C'est intéressant de voir comment la société nous définit justement au travers d'une sexualité. Et en fait, nous, ça devient une identité sociale
complètement détaché de ça. Je trouve ça pas anodin qu'en tant que personne qui a dû tellement penser par vos subjectivités et après collectivement justement cette identité, le fait que la sexualité elle s'extériorise de tout ça. Alors même que, tu as parlé de Justement tout à l'heure, c'est quelqu'un qui parle de la condition PD qu'au travers quasiment de sa sexualité. Oui. Du coup, je me demandais, voilà, peut-être aussi avec ce que vous avez évoqué de PD aujourd'hui, c'est pas la même chose que quand on se disait PD il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Est-ce que vous pensez aussi que du coup, PD aujourd'hui c'est devenu, effectivement, il y a une évolution dans le fait de, c'est plus une assignation sexuelle et effectivement plutôt une assignation sociale et que c'est quelque chose qui se traverse. Voilà, comment vous faites le lien entre cette littérature-là, la vôtre, pourquoi la sexualité existe? Tu veux répondre? Je suis désolé. Moi aussi j'ai des idées. Vas-y. Non mais c'est hyper intéressant comme question. Et merci pour les mots doux juste avant. Je pense que c'est les deux à la fois. Enfin, la société... On vit dans une société vraiment. Mais vraiment, ce que je veux dire c'est que il y a... En fait là on est dans une bulle de personnes relativement éduquées, politisées et tout. Et donc pour nous PD ça veut de moins en moins signifier quelque chose de sexuel, de qui est-ce que tu as dans ton lit, avec qui est-ce que tu relationnes, et de plus en plus une identité politique, mais je pense que c'est aussi une forme d'entre-soi, et qu'à l'extérieur de cette communauté, pour plein de gens, ça désigne d'abord et avant tout avec qui tu couches, et donc c'est important de le garder en tête, mais effectivement, je pense que se revendiquer PD aujourd'hui, ça, effectivement, c'est en train de se resémantiser autrement, et de plus en plus signifier quelque chose de politique, et pas quelque chose de romantique ou sexuel. Et c'est intéressant que ce soit en train de se reconfigurer de cette manière-là. Et je pense qu'il nous faudrait des mots nouveaux. Je pense qu'il nous faudrait des mots nouveaux qui se démocratisent pour signifier des orientations romantiques et sexuelles. Dire qu'on est attiré par des expressions de genre plutôt masculines ou attiré par des expressions de genre plutôt féminines. Dire qu'on est androphile ou gynophile, des choses comme ça. Plutôt que de dire oui, je suis homosexuel ou des trucs comme ça. Enfin, ça paraît extrêmement désuet aujourd'hui, j'ai l'impression. De se dire je suis homosexuel. Peut-être que dans 40 ans, ça sera politique de dire je suis homosexuel. Peut-être, effectivement. Moi, je le dis que de manière ironique, en fait. Romanesque. Mais c'est tellement romanesque. Qui a la ref? Tout le monde, je crois. Mais on vous shame pas si vous n'avez pas la ref. Ouais, vraiment. On pourra en parler en aparté si vous voulez. On fera votre éducation PD. Mais effectivement, c'est tellement romanesque de se revendiquer PD, de homosexuel aujourd'hui. Et tellement politique, tellement fort de se dire PD. Et voilà, et tellement presque anodin de se dire gay aujourd'hui. C'est devenu la forme politiquement correcte de désigner sa sexualité. En France, en tout cas. Et tout ça, ça a des contextes. C'est intéressant et important de situer dans le temps et l'espace ces termes-là, en fait. Voilà, c'était une réponse très brouillonne. Non, mais il y a plusieurs questions dans ta question, mais du coup, en tout cas, en sortant des points, nous on met pas à distance le sexe, encore une fois, ça fait partie de beaucoup de littérature qu'on a lu, je parlais de Justin, mais tant d'autres, tu vois, et ça fait aussi partie de notre culture, et d'ailleurs on peut aussi très bien la critiquer parce qu'elle est très phallique, et ça Antoné par exemple en parle, et je trouve ça intéressant de se mettre face à ça aussi. On met pas à distance le sexe, on veut... En tout cas, moi, ce qui me dérange toujours, c'est la réduction à quelque chose. Nous réduire seulement à des bêtes sexuelles. On peut être une bête sexuelle, that's ok. On peut avoir des lieux festifs de sociabilité autour du sexe, c'est ok. Mais nous réduire sans cesse à ça et faire une généralité de tous les PD en disant que c'est que ça restreint tellement de choses. Et ça raconte si peu de nous, finalement. Donc déjà, à ce point-là, sur le terme PD, on parlait de l'histoire des mots, etc. Quand vous réutilisez le mot inverti en manif, ça raconte aussi quelque chose. C'est un mot qui n'est pas inventé. Ça charrie toute une histoire. Le mot inverti, quand on le prononce, on a l'impression d'un petit truc un peu douillé, un petit peu caché. Oh, je suis inverti. Voilà. Bon, voilà. Et ça dit quelque chose d'une époque. Quand on disait André Baudry, fondateur d'Arcadie, parlait d'homophile, par exemple, lui qui prenait beaucoup l'assimilation aux normes hétérosexuelles, raconte aussi d'autres choses. Et donc le phare, le Front homosexuel action révolutionnaire, en disant nous on va dire PD, on va dire ces mots-là, c'est plus des gros mots, on va leur faire une place dans l'espace public. Et puis les anglicismes et l'arrivée de la langue anglaise qui a déferlé sur l'Occident a beaucoup plus utilisé le mot gay. Et donc ça raconte aussi autre chose de nous. Donc je pense que l'histoire des mots dans des communautés marginales raconte beaucoup plus de choses qu'on l'imagine et qu'on ne le pense. Je pense qu'il y aura peut-être un comeback du mot homosexuel.
à un moment donné, une fois qu'on aura trouvé un tas de mots pour définir de manière la plus précise possible nos sexualités, identités de genre. Donc les langues sont mouvantes, et c'est ce qui est aussi passionnant. Voilà, je termine ma réponse là. PD est une langue vivante. PD est une langue vivante. Punchline. Du coup, c'est fini. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.